grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Transition 2023, on fait le bilan avec des spécialistes. L'année qui vient de s'achever a été celle de grands défis dédiés à la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, a déclaré le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. C'était le 31 décembre dernier à l'occasion du passage au nouvel an. Des réformes dans les secteurs de la justice, de la santé, de l'économie et des mines. Goïta a aussi énuméré des chantiers importants liés à l'amélioration de la gouvernance, l'appui au monde rural, au secteur privé, la signature du pacte de stabilité sociale. Quel bilan de la gouvernance sociale, politique et économique en 2023? Les annonces pour 2024 suscitent-elles de l'espoir? Studio Tamani ouvre le débat avec nos invités. Dr Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. Dr Alpha Al-Hadi Koina, géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel. Et Mohamed Abdellahi El Khalil, spécialiste des questions sociales et sécuritaires. À la présentation, je suis Mirana Kilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Tout d'abord, je vous propose d'écouter le colonel Assimi Goïta. La traditionnelle présentation des vœux de Nouvel An nous offre l'occasion de faire le point de l'année écoulée pour mieux nous projeter dans la nouvelle année. L'année 2023 aura été une année de grands défis pour les autorités de la transition, totalement dédiée à la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Les réformes sont en cours dans tous les domaines. Le secteur minier, porteur de grandes opportunités de développement, a été doté d'un nouveau code et d'une loi sur le contenu local. Il ouvre la voie à d'énormes opportunités de développement endogène et à d'importantes ressources budgétaires. L'État a renforcé l'amélioration de la gouvernance et a accéléré l'appui aux entreprises publiques. Il a également continué de soutenir le monde rural à travers les subventions sur les intrants et l'aide aux producteurs de coton sinistrés. L'État a par ailleurs soutenu le financement du secteur privé en fournissant un appui conséquent au fonds de garantie du secteur privé à plus de 100 milliards de francs CFA. Dans le même temps, le gouvernement a poursuivi ses actions dans différents domaines en vue d'améliorer les conditions de vie de la population et les indicateurs macroéconomiques sont bien orientés malgré les effets de la crise multidimensionnelle. Des investissements importants sont aussi engagés dans le domaine de la santé et de l'éducation par la construction d'infrastructures, l'acquisition d'équipements et le renforcement des capacités. L'étude prospective du Mali à l'horizon 2063 avec un phasage décennal a été lancé afin de doter notre pays d'une orientation et d'une vision claire pour son avenir. Dans le cadre de la pacification durable du climat social, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé le pacte de stabilité sociale et de croissance dont l'incidence financière est évaluée à plus de 105 milliards de francs CFA. Docteur Ngolo Diarra, quelle lecture faites-vous de ce discours du président de la transition sur les chantiers réalisés en 2023? Bien, c'est un discours, c'est traditionnel, présentation de vœux au peuple malien et à la nation malienne. Et c'est un discours au fait de pacification du climat socio-politique. C'est un discours aussi ferme, en réalité, et pacification du climat socio-politique. Il a demandé à ceux qu'il faut ouvrir des dialogues intermaliens. La question a été évoquée dans son discours, donc pour permettre de pacifier le climat social. C'est un discours aussi ferme. Il a parlé de la lutte implacable contre la corruption et la question du terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Et ensuite, il s'est affirmé sur la défense des questions de l'intégrité territoriale. Au fait, on voit ici un président engagé, et comme d'ailleurs le cas a existé dans plusieurs nations où un cercle des officiers prend le pouvoir et décide d'être témoin du changement. Il y a un moment où on fait l'histoire, il y a un moment où c'est tel qu'il nous fait, et on voit un président ici qui veut faire l'histoire du pays. Les chantiers annoncés reflètent-ils la réalité sur le terrain?
Évidemment, il y a eu beaucoup de choses, surtout sur le plan militaire. Plusieurs tractations ont été faites pour avoir la libération de Kidal dans ce sens, même s'il y a eu de hauts et de bas, il faut reconnaître ça. La question de l'électricité, il avait touché, c'est leur talent d'Archille. Il est en train de se battre par rapport à ça. On peut dire que d'une manière ou d'une autre, ça reflète les réalités vraiment du pays. Ça traite les problèmes politiques contemporains du pays. D'accord. Mohamed Abdallahi El-Khali, le spécialiste des questions sociales et sécuritaires, des réformes dans le domaine de la justice, de la santé, de l'économie, des mines, annoncées par le président de la transition. Est-ce que dans ce domaine-là, on peut dire qu'il y a eu vraiment des avancées significatives? Oui, je pense que son discours reflète réellement, comme on appelle, l'image actuelle du Mali. Il est en train de positionner le Mali comme étant un acteur incontournable dans la sous-région. Et ce qui concerne le secteur minier, effectivement, avec l'adoption du nouveau code et la nouvelle loi dans le secteur local, est un acte à saluer. Et c'est une réalité incontestable qui permet vraiment à l'État malien d'avoir des fonds pour financer des projets. Sur les points cités, lesquels on peut dire que c'est une satisfaction totale? Moi, on ne peut pas dire qu'il y a de satisfaction totale à 100% parce qu'il y a toujours de quoi, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas pourquoi de l'autre côté ça ne marche pas, de l'autre côté ça marche. Mais la question du pacte social, qui est vraiment un aspect réel, un aspect vraiment primordial que le gouvernement de la transition était parvenu à faire en 2023, le fait d'avoir cette stabilité sociale, moins de grève, et les gens, on commence à comprendre qu'il est temps qu'on se regroupe autour de cette transition pour que vraiment le Mali bouge en allant vers vraiment un espace de paix et de cohésion sociale. Docteur Alpha Al-Hadi Koina, est-ce que pour vous, ce bilan reflète-t-il la réalité sur le terrain, ce bilan énuméré par le président de la transition? C'est un discours traditionnel, comme l'a dit Dr Ngolo. Donc, il a juste retracé un peu ce qui a été fait en 2023 et aussi les perspectives pour le futur. C'est vrai que en fait, quand on voit un peu son discours, on voit d'une manière un peu les difficultés que le pays traverse en termes de sécurité, en termes peut-être bien même, disons, économiques. Il a aussi souligné un peu certaines choses, par exemple aussi pour l'électricité, d'une manière qu'il a jugé d'une crise aiguë un peu dans le pays. Et c'est par de mauvaise gestion exactement, en fait, de la gouvernance précédente. Donc, tout cela un peu regroupe ce qui a été un peu fait. Et puis, peut-être bien, d'une manière, on peut dire que il a aussi parlé des décisions qui ont été prises dans ce sens à court et à moyen terme. Et donc, on espère bien qu'en fait, il y aurait des changements. Mais en fait, il faut reconnaître que nous sommes aussi dans un pays où il y a un défi sécuritaire. Donc, je pense que en fait, ce discours est tout à fait traditionnel. Peut-être bien qu'il y a certaines choses d'une manière dans le discours un peu, certains pourraient se dire un peu, par exemple, il a parlé de l'appropriation, par exemple, du processus de paix. Nous allons parler de l'appropriation du processus de paix plus tard. Quels sont, selon vous, les domaines qui ont été oubliés par le président de la transition? Bon, en fait, les domaines qui ont été oubliés, d'une manière, en fait, il faut dire qu'il a souligné, mais en réalité, il n'est pas allé en profondeur, par exemple, en ce qui concerne la santé et puis l'éducation, d'une manière. Il a parlé de ça, mais c'est qu'en parabole, d'une manière. Et pourtant, on sait qu'aujourd'hui, en fait, en ce qui concerne un peu l'éducation, c'est vraiment un peu la catastrophe. Et pour la santé aussi, un peu, c'est vrai, certains d'aucuns me diront que c'est pas un peu le travail de la transition, mais en fait on peut aussi se dire que bon, c'est aussi des volets qui concernent un peu la vie sociale un peu des populations. Et cela n'est pas d'une manière
des flèches un peu à l'encontre de la transition, mais ce sont des volets qui, d'une manière, qui sont aussi très importants pour le pays, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand même, il y a pour une partie de la population qui a des difficultés par rapport à cela, à disons, surtout pour la santé en fait en réalité. Et donc c'est des choses qui pourraient être un peu plus, on pourrait peut-être bien mettre un peu l'accent là-dessus et puis essayer de voir. D'accord. Docteur Ngolo Diarra, oui. Le président de la transition, a parlé de la signature du pacte de stabilité sociale avec les acteurs sociaux, plus des centaines de milliards de francs CFA. Est-ce qu'on peut dire que cette signature augure des avancées significatives en ce qui concerne les grèves, la limitation des grèves? Oui, effectivement, je disais tout à l'heure que c'était un discours de pacification du climat social. Il a touché à cette question de pacte social. C'est normal parce que les grèves, là, c'est vraiment, c'est fini, c'est limité. Aujourd'hui, le peuple malien comprend qu'en réalité, il faut être ensemble pour relever des défis parce que le pays, là, vraiment, il y a immenses défis à relever. Et le président ici, dans cette question, réclame et demande au peuple malien encore de continuer dans les questions de résilience, à moins chercher d'autres, pas d'autres mandats, mais d'autres façons, d'autres manières d'être avec le peuple pour conduire la transition vers les sciences. Ensuite, il a touché aussi à des questions politiques, les retour à l'ordre constitutionnel. Alors donc il a besoin vraiment du peuple malien encore pour peut-être donner encore un temps ou bien être avec la transition pour arriver à bon terme. Donc c'est ce qui explique tout ça. Le discours c'est un discours de pacification plutôt qu'un discours de réalité patente sur le terrain. Alors donc ils ont encore besoin vraiment de la résilience du peuple malien, c'est ce qu'on dit ici. Et ensuite, interpeller le peuple malien à comprendre aussi les réalités géopolitiques, comment dirais là, de la région, avec la question de l'alliance. Il a évoqué les mêmes problèmes qui se trouvent ici, c'est les mêmes problèmes qu'on rencontre au Burkina, etc. Donc, il faut vraiment faire en sorte que ce climat soit pacifique et éviter des grèves, éviter des dissensions entre le peuple et les décideurs. Quand vous dites que les grèves sont finies, vous faites... Limité, je veux dire. Hein. Voilà. Est-ce à dire que c'est à cause de la signature du pacte social signé entre le gouvernement et les acteurs sociaux? Vous savez, les petites filles de Sena Liber Maïga, le peuple malien, c'est un peuple avancé. Ils comprennent. Et le bon sens, le peuple malien comprend le bon sens. C'est ce qui se passe ici. Ils savent qu'en réalité, ça ne va pas dans le pays. Et faire des grèves aujourd'hui, ça permet vraiment de mettre le bateau vraiment en déroute, quoi. Donc, il faut vraiment se donner la main. Le peuple malien, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer au Mali. Il faut vraiment saluer le peuple. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est de cela, c'est ça que le président, il a vraiment besoin de ça. Il a besoin encore de la résilience du peuple pour comprendre ça. Donc, il ne cesserait jamais dans ce discours de féliciter le peuple malien. Et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'on se donne la main et pour arriver vraiment à bon terme. Sinon, aujourd'hui, le pays traverse un moment très, très difficile. Bon, quand il a aussi parlé, vous avez vu, il a parlé effectivement de faire un dialogue inter-malien pour pallier à certaines questions de conflits inter- et intracommunautaires. Nous allons en parler plus tard. Pour vous, est-ce que le gouvernement pourrait mieux faire sur le plan politique? Oui, sur le plan politique, ça ne peut aller qu'en ouvrant vraiment des dialogues, parce que le retour à l'ordre constitutionnel, comment ça va se faire? Le contrat social, que Rousseau en parle, quelle formule nécessaire pour amener tous les Maliens à adhérer à la situation politique avec les politiciens, comment faire? Alors donc, comment sortir dans la transition? C'est ça vraiment le grand défi politique, le retour à l'ordre constitutionnel
constitutionnel. Comment ça va se faire? Alors, cette transition, comment ça va s'achever? C'est des grandes questions. Les politiques aujourd'hui analysent, vous voyez, il y a des fronts à ce niveau pour dire le retour à l'ordre constitutionnel. Et comment ça va se faire? Au Niger, on était en 97, le cas d'Ibrahim Baré Maniasrat, c'était vraiment compliqué. Hein? C'était compliqué et ça coûtait vraiment la vie au président Baré, paix à son âme. Donc, ces situations, c'est des moments très difficiles et c'est très sensible. Il faut que les politiciens et les autorités de la transition arrivent à se comprendre vraiment pour ce moment difficile, parce que si ça se bascule mal, c'est pas bon pour le pays. Donc, c'est le bon sens et le dialogue qui peut vraiment faire en sorte qu'on peut avoir une situation heureuse. D'accord. Mohamed, la situation s'est-elle améliorée comparativement en 2022? Oui, au début, en 2022, vous savez, les Maliens étaient réticents, les gens ne comprenaient pas, mais à un moment donné, au début de l'année 2023, les gens ont compris, bon, il est temps qu'on se donne la main, c'est notre affaire, c'est la chose à nous tous, et il est temps qu'on accompagne cette transition pour vraiment aller à la fin. Mais la question qui est là, moi je me pose des questions, c'est-à-dire les autorités de la transition doivent jouer le rôle, c'est-à-dire en ouvrant les portes au dialogue, en acceptant les idées différentes, en acceptant les contradictions, en écoutant les autres, et ils le font d'ailleurs, mais quand même jusqu'à aujourd'hui, il faut ouvrir les portes. Et aussi, ce que j'ai dit aux hommes politiques, c'est vraiment d'être aussi un catalyseur, enfin, de séduire les autorités de la transition en comprenant que sans ces hommes, rien ne peut bouger. Et donc, il faut les appeler. C'est en ce moment, et en jouant ce rôle de catalyseur, les autorités de la transition vont comprendre que vraiment, on doit s'associer à ces gens pour vraiment aller vers une bonne fin de cette transition. Quelle qu'en soit la transition prendra fin, mais les hommes politiques doivent comprendre. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la dynamique de revoir la durée? Est-ce qu'on n'est pas dans la dynamique de voir ce qui a été retracé au début? On pensait que ça allait être telle date, mais on voit maintenant que non, l'histoire n'est plus là. C'est une nouvelle vidéo qui est là, qu'il faut voir qui sera l'acteur, comment on va le faire et comment on va bien finir le film. Et ça, c'est la sorte de tous les Maliens. Chacun doit s'engager dans cette lutte, ensemble, avec la transition, les autorités de la transition, pour vraiment finir avec une bonne image du Mali. Selon vous, selon vos constats, les Maliens sont-ils satisfaits de la gestion du pays actuellement? Oui, je l'ai dit, personnellement, quand je vais dans les brousses, je vois des gens comprennent, des gens vraiment sont avec les autorités de la transition, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai mes propres analyses, les gens aussi ont leur propre analyse. Mais l'appel que je lance, c'est de revoir les prix des denrées alimentaires aujourd'hui. Vraiment, c'est le point, c'est ça qui manque à cette transition, à mon avis. Il faut revoir, aller vers la diminution des prix des denrées alimentaires, le riz, le sucre, le lait, etc. Et cela encore va donner plus de, je ne dirais pas de notoriété, mais quand même d'engagement du peuple malien vis-à-vis auprès de cette transition. Bon, je pense que les gens sont satisfaits. Ce que j'entends et ce que je vois. D'accord. Koina, qu'est-ce que les autorités auraient pu mieux faire sur le plan politique, selon vous, en 2023? Alors, ça, c'est une grosse question en réalité. Sur le plan politique, ce qui aurait pu être fait en réalité, c'est un peu une ouverture de dialogue avec les politiques. Et une ouverture plus, en fait, je sais qu'il y a déjà une ouverture de dialogue avec les groupes armés. Mais en fait, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'appels à un moment donné de communiqués qui allaient dans ce sens-là aussi. Donc vous rejoignez l'analyse de Mohamed sur l'ouverture du dialogue avec les hommes politiques? Certainement, en fait, c'est qu'on a, en fait, l'honnêteté intellectuelle nous demande quand même de reconnaître certaines choses, en fait. C'est d'une manière de permettre un peu à chaque citoyen de pouvoir s'exprimer sur les choses. Et peut-être bien pour moi, je suis un géopolitologue, je ne suis pas un politique. Mais quand même, il est important parfois de permettre en fait à chaque citoyen de pouvoir s'exprimer dans le bon sens. Et c'est vrai qu'on est dans une situation difficile de notre pays. Et c'est une situation où
la situation sécuritaire impose certains choix, mais il est quand même important parfois de permettre d'écouter chacun et puis d'essayer de voir comment est-ce que on pourrait amener les dialogues. Et cela ne mettrait pas un peu en cause ce qui a été fait. Un peu sur le plan sécuritaire, les avancées, on peut reconnaître qu'il y a eu une amélioration un peu sur le plan sécuritaire, même si en fait c'est que on peut pas du tout quand même dire que le Mali est un pays pacifique. On peut se dire que quand même 2023, comparativement à 2022, il y a eu une certaine amélioration. Et surtout que le Mali, sur le plan international, est devenu un peu... oui, on ne parlait que du Mali à un moment donné. Parce que depuis, il faut dire qu'on a déjà fait une sortie, spectaculaire le 16 juin en demandant un peu le retrait sans délai de l'aménagement, et s'en est suivi un peu, disons, le retrait progressif qui s'est passé en juillet, en octobre. On a vu même en novembre où en fait c'est que les militaires ont occupé la ville de Kidal. Voilà, parlant des questions sécuritaires, vous gardez la parole. Le temps de donner juste le micro au président de la transition sur le plan sécuritaire, qui avait annoncé sa décision de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation afin d'éliminer, dit-il, les racines de conflits communautaires et intercommunautaires. Suivons sa réaction. Nous sommes à une étape charnière de la marche de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. C'est pourquoi, capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des défis qui demeurent, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Cette décision, que nous avions déjà partagée avec les différents acteurs nationaux et internationaux concernés dès l'entame du retrait de l'aménagement, exige de nous, Maliennes et Maliens, que nous nous donnions la main afin de réconcilier notre pays et assurer la cohésion nationale. À présent, je tiens à souligner que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Il s'agit en effet de créer les conditions pour que chaque Malienne et chaque Malien puisse s'épanouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l'État. Un comité chargé de piloter ce dialogue sera mis en place dans un délai d'1 mois et devra déposer son rapport au plus tard en février. Cependant, la lutte contre les groupes armés terroristes se poursuivra jusqu'à la pacification totale du pays. Sur aucune portion du territoire national, il ne devrait y avoir de la place pour ceux qui ont décidé d'attenter à nos terres et à la vie de nos populations. Un dialogue intermalien que vous inspire cette décision du président de la transition? Alors, déjà, il y a une ouverture. Une ouverture, pourquoi? Parce qu'on se disait d'abord que les autorités maliennes, à un moment donné, ont pris la ville de Kidal, la ville symbolique et stratégique de Kidal. Et c'est là, d'une manière, à un moment donné, on a vu aussi que les groupes armés, une partie quand même, s'est réfugiée dans d'autres pays. Et on a vu en décembre qu'en fait, il y a eu cette crise diplomatique entre l'Algérie et puis le Mali. Donc on se disait qu'à un moment donné, que quand même, c'en est fini en fait. C'est que ce serait vraiment la fermeture de la porte à quelques dialogues que ce soit. Mais avec ce discours, on a quand même de l'espoir, parce qu'on s'est dit quand même qu'il y a certains de nos frères qui avaient pris les armes et qui sont un peu en conflit avec l'État. Et cette fois-ci, en fait, avec le dialogue qui va être ouvert, il y aura quand même une discussion entre les autorités et puis ces groupes armés. Pourquoi en fait il y a l'espoir? Parce qu'on sait quand même qu'un dialogue veut dire discuter avec la personne avec qui on a des conflits. Et ces personnes-là, d'une manière, ce sont les groupes armés. Mais quand même, dans le discours, d'une manière, il a aussi mis à côté les groupes terroristes.
en disant que nous n'allons pas un peu dialoguer avec le groupe terroriste. Bon, c'est vrai que cela pourrait poser, en fait, on pourrait se poser certaines questions sur cela. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que quand on dit groupe terroriste, il s'agit du JNIM, de l'OIGS et des groupes qui, d'une manière, qui tuent sans discrimination? Ou bien est-ce que quand on parle aussi de groupes terroristes, on inclut aussi certains éléments du CSP? Parce que c'est vrai que on a vu un peu depuis le retrait de l'aménagement, depuis le début du retrait de l'aménagement mois d'août 2023, il y a eu parfois des attaques, par exemple, contre l'armée, par exemple à Ber, vers le 13 et 14 août. Et il y a eu quand même le verbiage a un peu changé parce qu'à un moment donné, on était un peu dans la confusion entre les groupes armés terroristes et les groupes rebelles. Donc il y a eu quand même certaines définitions. Donc on s'est demandé si en fait pour les groupes, pour les autorités maliennes, les CSP fait partie. Bon, le CSP, en parlant de la coordination des mouvements de l'Azawad en tant que tel, est-ce que le gouvernement les considère comme des groupes terroristes ou bien ils sont des groupes armés en tant que tels. Donc c'est peut-être bien que sur ces analyses-là qu'on pourrait d'une manière se demander, mais quand même certainement on pourrait en savoir plus après la mise en œuvre, en fait, la mise en place du comité de pilotage. Docteur Ngolo Diarra, c'en est-il fini pour l'accord pour la paix et la réconciliation? Ok, ça c'est une question là. Bon, maintenant, ce que le conflit armé malien, c'était sur sa tête. Peut-être que le président veut ramener sur ses pieds et en trouver une solution finale. Ce qu'à partir du moment où il y a des individus qui prennent des armes et demandent la séparation de l'État, ce groupe-là, c'est le premier groupe à éliminer. Ça, l'intégrité territoriale du pays, il a mentionné, ce n'est pas vraiment à négocier. Donc l'accord d'Alger a traité avec les groupes armés séparatistes, Mouvement national de libération de l'Azawad, la coordination des mouvements de l'Azawad, en gros les groupes armés séparatistes. Et ces séparatistes, c'était l'erreur. C'était la plus grande médiocrité du XXe siècle que le Mali a eu à faire. Alors, en 2015 oui, le Sénégal n'a pas négocié avec les séparatistes de Casamance, les cas de Front Polisario, le Maroc n'a pas. Et pourquoi le Mali fait ces choses-là? Le Mali n'avait-il pas négocié en situation de faiblesse? Oui, en situation de faiblesse, ça, il faut quand même reconnaître ça c'est clair et net. Maintenant, je vais vous dire une chose. 365 pages écrites sur ce conflit-là. Armée séparatiste. Vous savez, l'accord d'Alger, les accords post-crise, ça n'a pas de valeur juridique. Il faut dire ça partout. Ça n'a pas de valeur juridique. C'est le principe de bonne foi pour l'application. Il s'est arrivé que le Mali allait à l'ONU pour demander à ce que cet accord soit placé sous chapitre 7. Il y a une résolution 2373 de 2017, erreur diplomatique. Ça, il ne fallait pas faire. Alors peut-être qu'avec ça, ils vont mieux comprendre que les groupes armés séparatistes, il a mentionné, il dit ceux qui veulent prendre une partie de notre terre là, ce n'est vraiment pas à négocier. L'unicité, laïcité du pays, ce n'est vraiment pas à négocier. Donc il veut bien comprendre ce conflit armé et traiter bien. L'accord d'Alger, je dis que ça n'a pas de valeur juridique en ce sens. Sauf que cette résolution 2373 qui rendrait la situation compliquée. Donc il y a eu, on a mis sur place un comité d'experts indépendants qui contenterait de freiner l'application de l'accord d'Alger, était visé par des sanctions. Ça existait. Donc maintenant que donc c'est pour dire que l'accord d'Alger, je ne dirais pas que c'est fini. Et si je devrais conseiller, je serais ce que je vais dire. En tout cas, c'est pourquoi c'est nécessaire de revenir et dialoguer. Alors, le conflit armé malien, c'est 3. Conflit armé intercommunautaire, ça existe. Il a mis l'accent sur ça. Il y a le conflit armé séparatiste qui était animé par un certain nombre de pays pour dire qu'ils sont là pour faire la guerre au nom contre le terrorisme. Et il y a le conflit armé séparatiste. Mais le Mali avait négocié avec les séparatistes, erreur d'appréciation. C'était une erreur d'appréciation, peut-être qu'ils veulent corriger ça. Maintenant, il a mis l'accent sur intercommunautaire. Ça, c'est normal. Ça, il faut vraiment ouvrir le dialogue. Ça, c'est normal. C'est les Maliens. Et même les GATT, les groupes armés terroristes, il faut faire énormément attention. Ça aussi, il n'a pas impliqué les groupes armés terroristes.
Il n'a pas impliqué ça, comme le docteur vient de dire. Mais ça, il faut revenir, parce que la qualification des terroristes pose d'énormes problèmes. Je n'appelais pas les groupes armés terroristes, j'appelais les groupes armés islamistes, parce qu'ils ont pris, même si ce n'est pas une réalité, ils ont pris les armes au nom de l'islam. J'avais suggéré au plus haut niveau de l'État qu'il faut vraiment créer un cadre de dialogue. Ce n'est pas de négociation. Et ceux qui ont fait une première négociation à Farabougou, j'ai eu à les rencontrer. Vous avez reçu Amadou Koufa, vous avez échangé avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à l'État? On avait proposé à ceux qu'on ouvre vraiment le dialogue dans ce sens-là, à rencontrer ces acteurs, Yad Agali, Amadou Koufa, parce qu'il faut reconnaître, il y a des jeunes Maliens qui ont été endoctrinés. Il faut travailler pour la déradicalisation de ces jeunes. On ne peut pas les déradicaliser tant qu'on ne s'approche pas à leur chef. Il faut s'approcher à leur chef, il faut les inclure dans les débats. Vous imaginez, ces jeunes qui ont été enrôlés, ces jeunes qui sont dans cette situation, il y a des Maliens parmi eux. Vous prenez vos munitions et vous allez frapper ces éléments. On perd doublement nos munitions, ensuite ces enfants. Alors que le dialogue est là pour les déradicaliser. Ça, c'est normal. Cette décision, c'est une bonne chose. Il peut continuer dans ce sens, mais il doit inclure aussi les groupes armés islamistes. Donc, il faut échanger avec eux. La logique, c'était quoi? C'était de créer ceux qui prêchent l'islam toléré ici et ceux qui ont quand même pris des armes, il faut les mettre en contact et les dire de réfléchir sur le contour d'un islam dans ces cadres conformément à l'enseignement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, adapté à ces situations du Mali. Et ça allait leur donner le temps de réfléchir sur ça et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et on passe à la déradicalisation. J'ai été au Sénégal. J'ai rencontré un officier sénégalais dans cette histoire de lutte contre le terrorisme. Il dit, monsieur Diarra, vous parlez de cela, mais il y a beaucoup de prêcheurs chez vous là. Mais si ces prêcheurs-là, avec leurs adeptes là, s'ils décident maintenant de s'armer maintenant, est-ce que l'État peut les arrêter? Il dit non, parce que ce sont les fils du pays qui l'endoctrinent. Alors l'État va se retrouver devant ses enfants endoctrinés et contre eux. Donc ça pose d'énormes problèmes à l'armée. Donc il faut plutôt parler de la déradicalisation et on pourra vraiment trouver une solution dans ce sens. Il y a eu un premier contact à Farabougou et ceux qui ont enflammé, ceux qui ont fait ces négociations, ils sont là. D'accord. Mohamed, s'en est-il fini pour vous l'accord pour la paix et la réconciliation nationale? Vous savez, moi, depuis 2015, j'ai toujours dit sur le plateau que l'accord d'Alger était une erreur que le Mali a commise, qui serait une erreur inoubliable pour le peuple malien. Et ceux qui disent que c'était, vous venez de dire tout à l'heure que ça a été fait à un moment de faiblesse ou situation de faiblesse. Moi, je dirais non. C'était une situation de faiblesse alimentée par la désinformation et la propagande de certaines puissances pour dire que non, le Mali est faible, il faut signer l'accord, sinon le Mali va disparaître. C'était faux. Quand on voulait attaquer Kidal, aller à Kidal, on a dit non, vous ne pouvez pas. Et regardez, aujourd'hui, on a compris qu'on est avec des autorités qui sont engagées, qui veulent vraiment remettre le Mali aux Maliens, qui ne veulent plus écouter la désinformation et la propagande de certaines puissances. Ça, c'est un premier aspect. Mais ce que je ne comprends pas dans cette situation, je pense aujourd'hui que le dialogue intermalien est une chance primordiale pour le peuple malien d'entrer dans le vestibule de la cohésion sociale. Et c'est une opportunité que tout le peuple malien doit saisir. Mais ce que je ne vois pas, négocier avec les terroristes ou les groupes terroristes sur quoi? Comment est-ce qu'on va négocier avec un groupe terroriste? Sur quoi? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, je parle en connaissance de cause, la charia ne s'impose pas. On n'impose pas la charia. Le peuple malien, l'islam interdit à un groupe armé d'attaquer une communauté où il y a même, c'est pas une mosquée, juste une église. C'est formellement interdit. Mais Amadou Koufa ne veut pas se permettre d'attaquer Sokolo. Sokolo, il y a des mosquées depuis plus de siècles. Et à Tombouctou, il y a des... Mais non. Donc, on ne peut pas, à mon avis, ces groupes terroristes-là, on ne doit pas négocier avec eux en réalité. C'est des gens, moi, l'avis de l'expert que j'aime beaucoup, que je suis, que je copie de temps en temps. Mais à mon avis, il ne faudrait pas il faut pas qu'on conseille les autres de la transition, même si ce sont des fils du Mali, c'est-à-dire je parle du cas d'Amadou Koufa Yad Agali, qui se désarment, et qui c'est des armes qui viennent vers le peuple malien. Nous voulons la charia. Vous êtes des Maliens, on vous écoute. Mais nous ne voulons pas qu'on nous impose la charia. Parce que nous, nos grands-parents étaient là depuis des siècles, qui ont enseigné les gens à l'islam. Ils n'ont jamais imposé avec comment on appelle les armes. Les parents de Koina n'ont jamais enseigné les gens à l'islam avec le Coran. Effectivement, dans ces situations pareilles, un peu juste un mot, vous savez, cette histoire des guerres au Mali, là, au nom de l'islam, là,
Ça ne date pas maintenant. Hein. Et souvent, depuis Elad ou Martal, vous avez vu, ils se composent, ils arrivent souvent à trouver des armes supérieures même par rapport aux États. Mais avec les armes modernes maintenant, il faut faire normalement attention. Si chaque fois, si on peut économiser nos hommes, nos munitions, nos fils, si le dialogue peut permettre de faire, il faut faire. Et si on a pu négocier avec des gens qui veulent diviser le Mali, maintenant ceux qui ont pris les armes au nom de l'islam, alors qu'il y a d'autres éléments ici, ils peuvent essayer de réfléchir sur le contour d'un islam. Si c'est réellement qu'ils sont en train de faire la guerre au nom de l'islam, mettez les adeptes de l'islam ensemble. Ceux qui ont les armes, ceux qui n'ont pas les armes, il faut leur dire, il faut réfléchir sur le contour d'un islam adapté à ces situations. Ça peut nous aider. Bon, là, en tout cas, la violence, ce n'est pas la solution. Ok. Mohamed, oui, juste pour terminer ma réflexion, je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai proposé un document de 18 pages, stratégie sécuritaire citoyenne pour un Mali stable, que j'ai proposé. Bon, les gens, je n'ai pas eu de canaux pour vraiment remettre à qui de droit, mais je pense que dans ce document, je propose ce dialogue. Et je pense que ce dialogue-là est un dialogue, d'abord, il a dit, intercommunautaire. C'est très important, parce que les terroristes, ils utilisent les communautés les unes contre les autres. Évidemment. Donc c'est une opportunité pour nous de soigner cette plaie-là. Et en ce moment, on va aller vers eux. Si on les lance l'appel, désarmez-vous, venez, vous êtes des Maliens intégrés chez vous, soyez des gouverneurs, soyez des commandants. Mais on ne va pas vous accepter avec une idéologie islamique. Nous avons notre idéologie islamique qui est là, qui est l'islam tolérant, qui est là, qui existe depuis des siècles. D'accord. Vous savez, vous avez rejoint Dr Ngolo Diarra en disant que la signature de l'accord de paix en 2015 est une erreur. Alors que faire des avancées enregistrées dans sa mise en œuvre? Oui, vous savez, il y a eu des blocages, parce que même les réformes institutionnelles, le fait de changer la constitution, c'était dans le but de permettre... Les autorités de la transition ont montré leur bonne foi d'appliquer cet accord d'Alger. Mais il y a eu des blocages. C'est pourquoi on est parti vers la révision constitutionnelle également à un moment donné, pour permettre à certains points de l'accord d'Alger de pouvoir être appliqués. Mais aujourd'hui, cet accord-là ne reflète pas la réalité sociopolitique, économique et sécuritaire du Mali. Donc il faut aller vers vraiment des solutions endogènes. Des solutions qui sont données par les chefferies traditionnelles, les imams, les experts maliens qui connaissent le terrain malien. Mais les gens qui ont écrit ce papier, qui étaient autour de la table, certains d'entre eux n'ont jamais dépassé ma petite. Comment il peut me parler de la paix à Tombouctou à Gao? C'était impossible. Donc on veut une solution à la malienne, une des réponses endogènes à cette crise. Et c'est ce que les autorités de la transition ont proposé, comme on appelle au peuple malien, qui est le dialogue inclusif. Et on veut vraiment que ce soit un dialogue inclusif. Et vous savez pourquoi la notion intercommunautaire s'est arrivée avec des questions confessionnelles. Pour la petite histoire, vous verrez, le Dogon, il est là, il est au champ. Alors donc, il veut protéger son champ avec les dozos. Et ce dozo, du coup, a été qualifié par d'autres. Vous êtes des cafres. Bon, les dozos disent que si vous dites que nous sommes des cafres, vous-même, vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des djihadistes, vous êtes des terroristes. Les choses sont restées comme ça, problème de qualification. Donc, en tout cas, question intercommunautaire, c'est lié au conflit, question confessionnelle. Donc, il faut les traiter ensemble. Mais le président, il a mis l'accent sur des questions intercommunautaires. Peut-être ça va sortir et il pourra vraiment savoir sur quel pays. Je voulais juste ajouter que... Vous aurez la parole, le temps juste de donner le temps à Dr Alpha. Voilà. Comment ramener, selon vous, les mouvements armés en belligérance dans ce dialogue? Alors, je pense que ici, je serais un peu le mouton noir dans le cours. Parce que, alors, pour ce qui concerne un peu l'accord, moi je pense que c'est vrai, l'accord n'était pas du tout, on peut dire qu'il n'était pas une bonne chose. Du côté des autorités, ça n'a jamais été vraiment digéré. Et du côté des mouvements non plus, ça n'a pas été digéré. Mais en fait, c'est que cela ne veut pas dire qu'en fait l'accord est mauvaise en soi en réalité, parce que à chaque fois que quand même j'ai eu cette discussion, c'est vrai qu'on me dit quand même que l'accord n'est pas une bonne chose, mais je demande quand même des fois un peu à des experts, c'est quoi le problème avec l'accord en réalité. Le plus souvent en fait on me parle un peu de la gestion territoriale qui d'une manière
dans les grands pays où j'ai vécu un peu avec l'expérience, je ne vois pas du tout le problème dans ce cadre-là. Peut-être bien qu'il y a eu certainement des choses à modifier et puis à améliorer dans l'accord, mais je pense que quand même ça a été un cadre qui nous a permis à un moment donné d'avoir une certaine stabilité. Et donc, je pense aussi qu'on pourrait d'une manière un peu, et surtout que le président de la République, le président de la transition, Assimi Goïta, a d'une manière souligné cela. En fait, c'est qu'en capitalisant un peu sur le processus de la paix, de l'accord. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, il reconnaît implicitement c'est que l'accord là a quand même amené quelque chose dans la stabilité du Mali. Et peut-être bien qu'aujourd'hui, il serait peut-être bien important de voir un peu les bonnes choses de l'accord, un peu essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait les appliquer. En même temps, en fait, c'est qu'on pourrait d'une manière... Alors d'ailleurs, dans ce sens même, quel pourrait être donc alors le rôle de ce comité qui sera mis en place selon vous? Bon, en fait, c'est ce que je disais depuis le début. En fait, c'est qu'il est aujourd'hui difficile un peu à part un peu les mots, voilà, de dire ce que le comité va faire et qui serait un peu, qui seront un peu les membres de ce comité et comment est-ce que ces membres seront un peu choisis. C'est quand même, ce serait vraiment intéressant un peu de voir comment on appelle la désignation de ces membres-là. Cela permettrait un peu d'une manière d'avoir un peu du contenu un peu dans ce dialogue, parce que en fait, il faut vraiment aller dans ce dialogue-là pour amener l'apaisement. Parce qu'à un moment donné, il faut dire que c'est vrai, certaines communautés crient au fort qu'en fait, c'est que cette crise-là, d'une manière, ne date pas de 2012 seulement. Il y a eu des événements en 63, il y a eu des événements en 94, et on sommes en train de parler des événements un peu de 2012. Donc, il serait quand même important de parler de tout cela. Et surtout, en fait, le président de la République a parlé de certaines choses qui, d'une manière, par exemple, l'unicité, la laïcité et l'intégrité, d'une manière que dans l'accord, en réalité, dans l'accord, les groupes armés signataires ont reconnu cela à l'État. Donc, en fait, ce serait vraiment intéressant d'une manière de voir comment est-ce que ce comité-là sera composé et sur les thématiques sur lesquelles, en fait, on pourrait avoir des dialogues. Vous savez pourquoi l'accord était un problème? Ceux qui ont pris les armes, ils ont utilisé le droit de peuple à l'autodétermination. Et il faut faire normalement attention au concept. Alors, si une partie des éléments prennent des armes, ils disent que le droit de peuple à l'autodétermination. Et c'est un droit qui était accordé aux États qui cherchaient leur indépendance vis-à-vis des colonisateurs. Alors, si c'est utilisé, un pays indépendant, donc l'objectif c'était de dire au peuple malien, attention, si vous ne faites pas attention, vous allez faire en sorte qu'ils vont avoir le statut de reconnaissance, le statut de mouvement de libération. Ça, il faudra tout faire pour ne pas avoir ça. Oui. Il nous reste 2 minutes. Quels acteurs internationaux pourraient être associés à ce pourparlers selon vous? Non, ce cas ne doit pas apparaître parce que le message est très clair. Dialogue intermalais. L'objectif c'était d'éviter ça. Comment établir alors donc la confiance entre les protagonistes et espérer que les parties vont convenir d'une formule acceptable pour les protagonistes sont connus et puis les groupes sont là. Et par exemple, du côté de Dogon, il y a plusieurs groupes les groupes sont là et puis il faut les chercher à les voir. Il y a des groupes au nom de PEL, il faut chercher à les voir, faire en sorte que les acteurs qui sont sur le terrain arrivent à se rendre. Nous avons fait le terrain, mais certainement, même si du côté de ceux qui sont en train de faire au nom, entre guillemets, de communautés, même si on ne voit pas, mais il y a des groupes, il y a des mouvements, des embryons qui sont là, il faut vraiment les rencontrer, les inclure dedans et ensuite accompagner avec quelques experts pour mieux analyser ce qu'il faut faire. D'accord. En 10 secondes, selon le président de la transition, l'unicité, la laïcité et l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Quels pourraient être alors les sujets à discuter? Le sujet à discuter, c'est aller vers la réconciliation basée sur la vérité, le pardon, et en fait que le peuple malien s'envole ensemble vers vraiment des horizons de paix et de cohésion sociale. Et ce que Dr Ngolo dit par rapport à la déradicalisation des jeunes extrémistes,
C'est vrai, c'est ressorti dans les résolutions des États généraux de la jeunesse. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le bilan de la transition. Et nous étions avec Dr Ngolo Adiara, enseignant-chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako, Dr Alpha Al-Hadi Koina, géopolitologue et expert de groupes extrémistes au Sahel, et Mohamed Abdullahi El-Khali, le spécialiste des questions sociales et sécuritaires. À la présentation, c'était Imrana Akilou Maïga, à la mise en onde Salim Djouara et Gani Kanté. Merci de l'avoir suivi.